On va vous présenter les leviers d'acquisition pour faire décoller vos ventes. Et pour cela, on est accompagné de Maë. Je te laisse la main pour te présenter. Oui, bonjour, enchantée. Je suis donc responsable marketing chez Steerfox et je suis en charge de l'ensemble des leviers d'acquisition au sein de l'entreprise. Merci Maë. Et moi, je suis account exécutif chez SMJ, donc je suis en charge de commercialiser nos offres soft qui sont destinées aux équipes content pour améliorer leur performance et leur productivité. Alors, chez Steerfox, qu'est-ce que vous faites, Maë? Alors, nous, Steerfox, on est une solution d'acquisition de trafic basée sur deux éléments, la technologie et l'expertise humaine. Pourquoi la technologie? Car d'une part, nous avons développé une plateforme unique du pilotage du catalogue produit, donc dédié aux e-commerçants. Et pourquoi une expertise humaine? Car on a également une équipe de 40 personnes qui pilotent les campagnes d'acquisition pour nos clients. Actuellement, on compte à peu près plus de 150 clients, dont je vous laisserai voir quelques-uns qui sont affichés à l'écran. Et toi, Maxime, je te laisse présenter du coup SMJ en quelques mots. On a un point commun avec vous, Steerfox, puisqu'on est aussi éditeur d'une solution pour aller justement automatiser un certain nombre de routines et permettre aux équipes content de gagner de la perf, aller chercher plus de visibilité, et tout ça en gagnant du temps. Mais on est aussi une agence SEO avec plus de 40 consultants et on vous accompagne sur les autres piliers du SEO, le netlinking, les stratégies éditoriales et la technique. Alors, les objectifs de ce webinaire, c'est bien de développer vos ventes. Alors, la première étape, c'est une meilleure visibilité. Alors, trouver les différents canaux qui vous permettront d'être présents au niveau de tous les touchpoints en amont de l'acte de vente. Ça va être important. Mais aussi de jongler avec ces leviers en fonction de la temporalité de votre business. Donc, si vous avez un enjeu Black Friday, évidemment, c'est pas au mois d'août qu'on veut être visible sur ces offres-là, mais bien sur la semaine de fin novembre. Donc, ce sera important de voir comment y arriver en allant chercher des articulations entre SEA et SEO et social. Et puis, la finalité, c'est d'aller contrôler que vos investissements sur ces différents leviers vous permettent de générer davantage de ventes et de rentabilité. Alors, quelques éléments pour qui peut être amorcé, en tout cas une stratégie soit SEO, soit SEA, ou les deux à la fois. Alors, il n'y a pas de recette aboutie, puisqu'en fait, ça va dépendre des environnements concurrentiels dans lesquels vous êtes, aussi du business model que vous gérez. Mais si on doit vous donner au moins un indicateur, en SEO, si vous avez moins de 25% de vos pages qui génèrent du trafic, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous passez beaucoup trop de temps à produire des contenus qui n'ont aucune contribution, en tout cas, à votre visibilité. Un autre moyen aussi d'observer que vous êtes assis sur une mine d'or, c'est tous vos contenus qui se positionnent sur des positions 5-15. C'est des contenus qui génèrent assez peu de trafic. Néanmoins, vous n'en êtes pas loin. Et donc, un petit effort et ça va se ressentir de façon significative sur votre trafic. Voilà, Maë, si tu veux nous donner quelques indications. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'avec Maxime, on s'est rendu compte qu'on avait des problématiques assez similaires en termes de potentiel inexploité et de priorisation. Pour vous donner un exemple, la grande majorité des e-commerçants qui viennent nous voir ont déjà activé des campagnes d'acquisition, le plus souvent sur Google uniquement, mais ils rencontrent deux problèmes majeurs. Alors, ils connaissent à la perfection leur catalogue produit, mais ils n'arrivent pas à en exploiter pleinement le potentiel. C'est-à-dire que parmi des milliers de produits ou des centaines de milliers de produits qui vont diffuser sur leur catalogue, à peine 5% de ces produits vont générer 80% de leur vente en ligne. Et deuxième problème, les campagnes en place leur apportent un trop faible retour sur investissement dû à un problème de priorisation des différents produits. Donc, la solution que nous leur apportons, c'est de déplafonner cette croissance grâce à une plateforme qui permet aux équipes marketing, finance et achat de prendre des décisions stratégiques concernant leur catalogue produit et leurs différents produits du catalogue. Et on va avoir cette démarche similaire chez SMJ. Parmi tous les enjeux que vous pouvez adresser, évidemment, ce ne sera pas possible de tout faire. Et donc, la problématique principale, ça va être de prioriser vos actions pour aller chercher de la perf, monitorer cette performance, et puis après, de façon itérative, de passer à des nouvelles requêtes que vous allez chercher à conquérir. Alors, comment on se découpe ce webinaire? 3 grandes parties. On va vous présenter les différents leviers d'acquisition pour que vous ayez une vision globale de ce qu'on peut mettre en place. Ensuite, on va vous donner des tips sur
comment prioriser vos investissements. Et puis enfin, on finira ce webinaire sur les synergies qu'on peut développer entre ces différents leviers pour booster encore davantage vos ventes. Et donc, on va commencer tout de suite par la présentation des différents leviers d'acquisition. Donc, l'objectif, ça va être d'être présent aux différents touchpoints du parcours utilisateur qui vont mener jusqu'au l'acte d'achat. Et donc, on va pouvoir s'appuyer sur Google Search, là où on va faire des requêtes et obtenir des résultats. Mais on va avoir aussi d'autres leviers avec le paid que tu nous présentes, Maë. Oui, bien sûr. Alors là, c'est un exemple de certains leviers dont on va parler. Bien sûr, il en existe d'autres. On va avoir notamment Bing qui va venir se placer aux côtés de Google. On va également avoir Instagram aux côtés de Facebook et dans le retail media. Alors là, il y en a une infinité. Mais là, c'est vraiment pour vous présenter les principaux leviers d'acquisition répartis en 3 catégories dont on va vous parler tout au long du webinaire. Et après, c'est ajusté en fonction de votre business. Ouais. Alors, la première étape du tunnel de conversion concerne le contenu inspirationnel. En fait, ça fait vraiment appel à la notion d'inspiration, car cela revient à faire découvrir vos produits aux internautes avant qu'ils ne vous cherchent ou lors de requêtes encore très larges, par exemple. Plusieurs leviers et formats se prêtent au contenu inspirationnel. D'une part, Google, aussi bien en search sur des requêtes larges qu'en display lors de périodes de promotion, par exemple, notamment lors du Black Friday, lors des soldes, lors de ventes privées également. Deuxième levier, Meta, à travers Facebook Discovery Commerce. Alors, Facebook Discovery Commerce, c'est un format publicitaire qui appartient à la régie Facebook Ads, un format plutôt push dédié au shopping. Alors, pourquoi je dis push? Parce qu'il permet d'orienter un produit vers l'utilisateur idéal. Il permet en fait de suggérer des nouveaux produits qui matchent parfaitement avec les affinités et les préférences des utilisateurs. Et en fait, la notion de découverte et d'inspiration prennent tout leur sens. Et dernier levier dans cette étape, je dirais Pinterest. En fait, Pinterest ne se définit pas comme un réseau social, mais plutôt comme une plateforme d'inspiration. À titre d'information, c'est plus d'un utilisateur sur 2 qui vient sur l'application avec une intention d'achat. Et parmi eux, 97% recherchent des produits sans même une intention de marque. Donc, c'est vraiment l'opportunité de découvrir vos produits et de faire découvrir votre marque à des gens qui ne la connaissent pas. Chez Steerfox, on utilise pas mal les audiences Act-like, merci, sur Pinterest. En fait, les audiences Act-like vous permettent d'atteindre encore plus de personnes au comportement similaire à l'une des audiences déjà existantes. Côté SEO aussi, on va pouvoir travailler l'inspirationnel en publiant des contenus qui vont être beaucoup plus larges, comme là on peut le voir sur cet exemple, les aménagements de terrasses inspirants pour 2022. Donc là, il n'y a pas encore une volonté d'acte d'achat, mais vous allez pouvoir commencer à semer des graines dans votre audience pour faire naître en fait des actes d'achat. Alors, 2 éléments intéressants aussi sur ce contenu inspirationnel, c'est qu'on va générer une préférence de marque, en allant se positionner en amont. Votre marque va ressortir, elle va être visible, elle va avoir une forme de résilience dans l'esprit en fait de votre audience, et donc au moment de l'achat, elle reviendra plus facilement vers cette marque de confiance qui lui a donné des contenus qui étaient de qualité. Donc, on peut aussi adresser via le SEO ces contenus informationnels, et ça se fait beaucoup chez nos clients, comme c'est le cas ici, puisque c'est un contenu de chez Leroy Merlin, qui est un client qu'on a en commun. Alors, à quoi ressemble une SERP inspirationnelle? Alors, pourquoi on vous les présente? C'est qu'en fonction en fait de l'intention de recherche, on a des SERP qui ont des morphologies différentes, et il faut les comprendre en fait pour développer des stratégies pertinentes. Donc là, on voit par exemple sur cette requête-là, donc je l'ai divisé en 2, la page. Sur la partie gauche, vous avez le haut de la page avec du Google Shopping, ensuite des images pour inspirer,
Et puis sur la deuxième partie de la page, donc en dessous de la ligne de flottaison, ce que vous allez pouvoir voir apparaître une fois que vous scrollez votre page, vous allez avoir la position 1, les People Also Ask, qui sont ces questions qui ont été remontées par Google parce qu'elles sont pertinentes pour l'audience. Donc, vous allez retrouver des éléments de réponse directement dans la page de résultats. C'est aussi la transformation de Google, le moteur de recherche, en moteur de résultats. Et donc, le contenu informationnel, qui est l'étape suivante. Là, vous avez déjà, votre audience a déjà une idée d'achat. Maintenant, elle veut savoir vers quel produit s'orienter et comment le mettre en place. Et donc, si on reste sur la thématique du jardin cosy, on va trouver, par exemple, des contenus de comment installer votre terrasse en bois, quels sont les bons matériaux pour ensuite orienter justement vos achats. Et donc là, on va être plutôt sur des contenus guides, des contenus de blog, de magazines qu'on va publier. Et puis, davantage pour votre marché B2B, on va retrouver beaucoup de livres blancs, des contenus experts qui vont développer l'attractivité pour votre marque. Alors, une SERP informationnelle, elle se présente un peu différemment. Donc là, on voit que sur une informationnelle, on a déjà une position 0 avec un résultat enrichi, puisque là, on obtient un résultat sans même consulter le site. On retrouve les premières positions P1, P2, puis ensuite les People Also Ask, et enfin du social pour aller consulter directement des vidéos sur ce type de sujet, comment choisir une terrasse en bois. Et je te redonne la main, Maë. Oui, merci Maxime. Là, on va du coup parler de la troisième étape qui concerne le contenu transactionnel. Pour cette troisième étape-là, Google Shopping et Bing Shopping apparaissent vraiment comme des leviers idéaux pour venir se positionner sur la fin du tunnel de conversion, surtout notamment en requêtes très précises. Alors, élément important que nous avons constaté chez Steerfox, c'est qu'il y a un nombre plus important de requêtes exactes en début de mois, lorsque typiquement les salaires ont été versés, par exemple. Alors, bien sûr, c'est une tendance à prendre avec des pincettes qui ne se vérifie pas forcément dans l'ensemble des secteurs, mais cette tendance a vraiment été vérifiée pour les secteurs où les budgets vont être plus importants, par exemple l'électroménager, le high-tech, voilà, des secteurs comme ça. Et un troisième levier, également idéal pour venir se positionner à cette étape-là, c'est Amazon Ads. Alors, on a vraiment certains secteurs qui s'y prêtent plus que d'autres. Par exemple, en 2021, on a vraiment eu 3 secteurs phares en termes de vente en ligne sur Amazon. Donc, les produits de la maison et de la cuisine, l'high-tech toujours, et les articles de loisirs comme les livres. L'avantage d'Amazon Ads est double. D'une part, on va cibler des personnes qui sont adeptes d'Amazon, qui ne souhaitent acheter que par ce canal pour ne pas avoir à chercher des sites spécialisés en fonction de leurs besoins. Alors là, j'ai mis un chiffre en tête. Par exemple, aux États-Unis, 9 clients d'Amazon sur 10 préfèrent passer directement par cette marketplace pour leur prochain achat. Et l'autre avantage concerne le statut que vous allez pouvoir choisir en tant que marchand. Donc, vous avez le statut de seller à travers lequel vous pouvez continuer de gérer toute votre logistique et le prix de vente fixé. Et le statut de vendeur qui consiste à vendre vos produits à Amazon à un tarif négocié, par exemple. Et c'est Amazon ensuite qui stocke ces produits, qui s'occupe de l'expédition, qui s'occupe de la logistique, etc. Hop, on en a oublié une. Alors, sur cette slide, on voit que les annonces payantes prennent une place majeure en fait dans les SERP, que ça soit à la fois en paid search, que ça soit à la fois en shopping ici sur la droite. Et là, l'idée, ça va vraiment être de proposer du contenu différent pour essayer de répondre aux besoins des internautes qui tapent leurs requêtes sur Google, tout simplement. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Maxime, si on peut passer. Non, je pense que c'était complet. Ce qui, je pense, le message important à comprendre, c'est qu'en fonction du moment où vous vous situez dans l'acte d'achat de vos clients, on a des contenus qui vont être différenciés. Il y a une certaine complexité aussi dans l'approche, puisqu'on voit que les différents leviers, on ne les active pas de la même façon si on est dans de l'inspirationnel ou du transactionnel. C'est la raison pour laquelle on vous présente ces différents leviers après pour pouvoir définir en fait clairement comment les activer en fonction des objectifs que vous mettez en place.
Oui, et bien sûr, alors dernière étape, on va dire, c'est un peu une étape à part, parce que là, on va parler de performance max, qui va vraiment venir se positionner en full funnel. Alors, un rappel pour ceux qui ne connaissent pas PMax, c'est un nouveau type de campagne basé sur les objectifs, qui permet de générer des conversions en diffusant des annonces sur l'ensemble des canaux Google au sein même d'une campagne. En fait, au lieu d'avoir des campagnes distinctes pour YouTube, pour le search, pour le shopping, etc., vous allez vraiment pouvoir diffuser l'ensemble de vos annonces et de vos produits sur les différents leviers via une même campagne. Et en fait, PMax apparaît vraiment comme la nouvelle solution automatisée de Google pour maximiser ses performances tout au long du tunnel de conversion. Pourquoi? D'une part, pour certains achats, les acheteurs auront plus de 500 points de contact numériques avant de convertir. On ajoute à cela une hausse des CPC, des coûts par clic, qui peuvent aller notamment jusqu'à 38% dans certains cas. Enfin, du moins, c'est ce qu'ont démontré les études. Eh bien, Performance Max permet de diffuser la bonne audience sur le bon levier, donc YouTube, Search, Discover, etc., au bon moment en fonction de vos objectifs. Alors, juste pour un petit rappel, la migration automatique se fera à partir de juillet. C'est pour ça que c'est très important d'en parler maintenant. Vous ne pouvez pas organiser un webinaire SEO ou SEA sans parler de Performance Max. Petit conseil, néanmoins, il faut faire attention à la cannibalisation de vos campagnes. Alors, quand je parle de cannibalisation, c'est qu'une annonce search classique avec des mots-clés en exact ou en expression exacte va toujours prendre le dessus par rapport à une campagne PMax. En revanche, si on est sur du broad match, enfin de la requête large en search classique, c'est le score de l'annonce qui va compter. Et la campagne PMax va être diffusée si elle a un meilleur score d'annonce que la campagne search classique. Donc voilà, il faut vraiment rester vigilant par rapport à cette cannibalisation de vos campagnes. Et ensuite, bien sûr, on a parlé de Google, parce que c'est le nerf de la guerre pour les commerçants, mais pas que. Ouvrir son acquisition au multilevier, c'est devenu indispensable. En fait, c'est l'idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà, ouvrir son acquisition au multilevier permet de créer des analyses croisées et de détecter le potentiel, par exemple, de vos top produits sur un levier, par exemple Pinterest, et de comparer avec vos performances sur un autre levier pour éventuellement pousser des top produits auxquels vous n'aurez pas pensé, qui marchent sur un levier et qui pourraient marcher sur un autre levier. Et deuxième raison, déjà un bon nombre d'e-commerçants ont ouvert leur acquisition. Et juste à titre d'information, c'est déjà 9 clients sur 10 chez nous qui ont activé le multiplateforme, c'est-à-dire au moins 2 leviers différents, sachant qu'au total, nous, on en gère 8. Et merci Maë. On regarde tous ces leviers qu'on peut activer. Se pose maintenant le sujet de la priorisation. Comment vous allez prioriser vos investissements pour être rentable et générer un chiffre d'affaires plus élevé. Alors, je vais vous donner quelques tips d'un point de vue SEO. Après, Maë le fera aussi côté SEA tout à l'heure. Alors, vous pouvez passer par des outils du marché, comme par exemple Ahref. L'objectif, là, c'est d'identifier les pépites. Vous avez déjà optimiser des contenus depuis un certain temps, ou en tout cas produit des contenus sur votre site. Ces contenus-là, ils ont un capital SEO, c'est-à-dire qu'ils ont un potentiel en fait à devenir visibles demain, d'améliorer leur référencement de façon beaucoup plus rapide que quand vous produisez un nouveau contenu. Donc il faut absolument identifier ces pépites. Et par exemple, avec des outils comme Ahref, vous allez pouvoir identifier tous vos mots-clés qui se positionnent en position 5-15, c'est-à-dire que ce sont déjà des très belles positions, mais qui néanmoins ne génèrent que très peu de trafic aujourd'hui. Il en faut de peu pour grappiller quelques positions et tout d'un coup devenir rentable et générer un trafic important. Donc en allant filtrer vos contenus qui se positionnent sur ces positions-là 5-15 avec un volume de recherche minimum, et là encore une fois ça va dépendre de votre activité, vous allez pouvoir trouver tous ces contenus à réoptimiser et aller chercher du trafic plus rapidement et donc répondre à vos objectifs commerciaux. La deuxième étape, c'est d'identifier les trous dans la raquette, toutes ces requêtes sur lesquelles vous n'êtes pas présent et sur lesquels vos concurrents font du trafic. Donc, toujours avec, par exemple, Ahref, mais vous pouvez aussi utiliser un outil comme SEMrush. Vous allez renseigner le nom de domaine de votre site, ceux de vos concurrents, et faire un content gap, c'est-à-dire une analyse sémantique de ces sites-là, et d'identifier toutes ces requêtes sur lesquelles vous n'êtes pas présent, et donc de les adresser.
plusieurs enjeux, hein. On va aller conquérir des nouvelles parts de marché en se positionnant sur des nouvelles requêtes et générer du trafic additionnel, mais aussi sur les requêtes les plus concurrentielles. Et ben, développer une stratégie de contenu va renforcer aussi votre autorité sémantique et donc contribuer au référencement de vos contenus déjà existants sur le site. Alors tout cela, on peut le faire aussi avec la plateforme SEMJ, mais de façon plus puissante, puisque en fait, on va crawler votre site et identifier toutes les URL, faire un rapprochement avec les données Search Console et Analytics pour identifier les contenus qui ont le plus de potentiel à progresser. Mais on va le comparer à la qualité du contenu, hein, c'est ce qu'on voit sur la droite, les content scores, hein, ces chiffres, hein, qui est la couverture sémantique de votre contenu versus les intentions utilisateurs. Donc, vous pourrez faire des choix éclairés là où vous avez le plus d'intérêt à investir. Et en plus, cette priorisation, hein, elle ne se fait pas uniquement sur le potentiel de trafic, mais vous allez pouvoir faire des priorisations sur des potentiels de conversion, d'objectifs analytics ou de chiffre d'affaires. Et du coup, d'investir concrètement là où vous avez le plus de potentiel à générer du résultat. De la même façon, sur les nouvelles requêtes à adresser, hein, SEMJ le fait pour vous, hein, il va crawler en fait le web, hein, pour vous remonter des requêtes intéressantes à adresser. On vous remonte le volume de recherche qui est le potentiel de gain, mais aussi on vous croise cette donnée-là avec la difficulté du mot-clé pour éviter de se tromper, d'aller vers des requêtes trop attractives, mais peut-être qui mettront beaucoup de temps à atteindre, hein. Donc ça vous permet aussi en termes de temporalité, hein, de développer une stratégie efficace, hein. Et puis, par ailleurs, on vous identifie toutes les requêtes sur lesquelles vous êtes déjà positionné, hein, grâce à cet outil-là. Ça vous évitera de faire du duplicate, hein, c'est-à-dire que si vous avez une requête que vous voulez adresser, que vous avez déjà un contenu positionné, vous le saurez, SEMJ vous met en garde, à ce moment-là, vous réexploitez ce contenu pour le réoptimiser. Alors, Maxime vous a présenté vraiment la méthodologie pour prioriser vos contenus. Maintenant, je vais faire la même chose, mais pour prioriser vos produits en catalogue. Quelle est la bonne méthode pour prioriser la diffusion de vos différents produits? Alors, l'étape numéro 1, ça va être d'enrichir la data produit pour scorer le potentiel de chacun de vos produits. C'est vraiment l'étape préliminaire. En tant qu'e-commerçant, vous nous fournissez un flux produit que l'on va non seulement restructurer si besoin, mais surtout enrichir. Enrichir comment? D'une part avec la donnée catalogue, c'est-à-dire des données propres au produit, son prix, ses volumes de stock, ses périodes phares de vente, et sa supply chain, les délais de livraison par exemple. Deuxième type de données, la donnée du marché et des concurrents. Donc, par exemple, quel est le niveau de demande pour chacun de vos produits? À quel prix sont-ils disponibles chez les concurrents? Quelles sont les performances de vos produits sur l'ensemble des marketplaces? Est-ce qu'on repère certaines tendances, etc. Et troisième type de données, la data business, c'est-à-dire vraiment vos objectifs commerciaux. Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre en termes de ROS, en termes de marge? Et même si, par exemple, vous avez un site, vous commercialisez plusieurs marques du coup qui ne sont pas les vôtres, est-ce que vous avez des objectifs par marge par exemple? Et l'ensemble de ces données est ensuite réconcilié, donc nous on le fait avec notre plateforme, afin d'en obtenir un scoring que vous voyez à droite qui indique vraiment le potentiel de vente par produit et par levier d'acquisition par exemple. Ensuite, l'étape numéro 2 va être de détecter les opportunités de croissance liées à votre ROS. Alors, ROS, pour rappel, ça signifie Return on Ad Spend, c'est-à-dire ce que vous arrivez à générer par rapport à 1 euro investi en publicité. Alors, cette deuxième étape consiste à détecter les opportunités de croissance à saisir afin de générer du chiffre d'affaires supplémentaire par rapport au ROS que vous arrivez à générer par produit. Alors, pour cela, nous, on s'appuie sur la plateforme qui confronte 2 dimensions. D'une part, vos investissements publicitaires en abscisse et vos revenus générés par produit en ordonnée. On arrive ensuite à dégager 3 typologies de produits. Donc, les top produits en haut à droite, ce sont des produits qui vous rapportent du chiffre d'affaires, qui sont rentables pour vous. Vous pouvez continuer à les promouvoir et à les diffuser. Les produits à potentiel inexploité en haut à gauche, sur lesquels vous pouvez investir plus. J'ai envie de vous dire, allez-y, c'est vraiment des produits sur lesquels vous n'investissez pas assez, qui pourraient vous faire gagner à la fois du chiffre d'affaires et à la fois de la marge. Et en bas, les flops produits, donc dans l'encadré en bas à droite, sur lesquels vous investissez parfois à perte. Alors, la couleur de la bulle représente le ROS. Plus il est rouge, plus le ROS est faible.
plus elle est verte, plus le ROS est important. Et en fait, on voit vraiment qu'il y a des commerçants qui investissent parfois à perte sur des produits. Alors dans ces cas-là, dès qu'ils voient le graphique, évidemment, ça les fait paniquer. Il y a vraiment cette notion d'urgence à arrêter tout investissement qui sous-performe. Et la troisième étape, pour prioriser votre diffusion produit, ça va être de détecter les opportunités de croissance, mais cette fois-ci liées à votre stock produit, à partir de votre taux d'indisponibilité produit. Je vais vous expliquer. En fait, ça, c'est une troisième fonctionnalité que l'on peut retrouver directement dans la plateforme pour simplifier le pilotage. Et ça consiste à confronter deux dimensions. D'une part, le niveau de disponibilité produit par rapport au nombre de fois où il a été demandé en ordonnée et les revenus générés par produit en abscisse. On peut ainsi voir le chiffre d'affaires manqué à cause de produits qui n'ont pas été approvisionnés en quantité suffisante. Et là, l'objectif va vraiment être de savoir quel produit stocker en priorité et surtout sous quel volume. Et la priorité va être de renforcer les stocks de produits qui se situent donc dans l'encadré orange à droite. Ce sont des produits sur lesquels vous avez généré beaucoup de ventes manquées alors qu'elles vous rapportent du chiffre d'affaires et notamment du ROS, enfin de la rentabilité. Alors, on a vu les différents leviers et comment les prioriser. Maintenant, comment on peut les combiner pour encore décupler votre performance en mêlant ces deux stratégies. Alors, avant de commencer, on va déjà quand même décrire les avantages et les inconvénients de chacun pour refaire une synthèse de ces deux grands leviers. Maë, tu veux nous présenter les avantages du SEA ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, quels sont les avantages du SEA et du social media ads? D'une part, la mise en œuvre rapide, c'est-à-dire du jour au lendemain, si vous souhaitez booster les ventes de votre produit, vous pouvez mettre en place des campagnes. Bon, évidemment, si elles sont bien paramétrées, vous pouvez avoir des ventes du jour au lendemain. Donc, des résultats immédiats également. Troisièmement, la maîtrise du retour sur investissement. Alors, nous, c'est par exemple des objectifs qu'on intègre vraiment à notre stratégie de pilotage des campagnes. Quel est l'objectif de ROI ou de ROS que vous souhaiteriez fixer? Et quatrième élément, la synergie entre les leviers. Ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des analyses croisées entre les différents leviers d'acquisition et ça nous permet, par exemple, de détecter des tendances ou de détecter des opportunités sur un levier pour essayer de les exploiter sur un autre levier et c'est quelque chose qui marche assez bien. Je te laisse la main, Maxime, du coup, pour présenter les avantages du SEO. Côté SEO, alors on a des avantages qui sont plus pérennes, qui vont durer dans le temps. Si je dois le comparer au SEA, c'est si vous arrêtez vos investissements SEA, ça s'arrête. Alors qu'en SEO, vous allez avoir des résultats. Vous pouvez lever le pied si vous avez, en termes de business, des priorités qui prennent l'ascendant. Vos positions seront conservées. Elles s'effriteront progressivement au cours du temps, mais vous avez vraiment une inertie qui est intéressante et favorable pour votre visibilité. On est sur des budgets qui sont relativement économiques, puisque vous ne passez pas par la régie Google Ads, donc on fait des économies à ce niveau-là. On a aussi, surtout un atout qui est majeur, c'est que vous avez une couverture sémantique très large. Si vous prenez une page bien optimisée, elle peut se positionner sur des dizaines, voire des centaines de mots-clés. C'est le cas, je vous donne un exemple, la page par exemple de la MAF Assurance Habitation, elle va se positionner sur des centaines de mots-clés. Ça représente une valeur de trafic, s'ils avaient dû acheter chacun de ces mots-clés-là, plus de 600 000 € mensuels. Donc là, il y a toute la puissance du SEO qui se met en œuvre pour aller générer une visibilité maximum sur une page. Enfin, c'est votre unique levier pour certains secteurs, comme celui de la santé, mais c'est aussi le cas dans l'e-commerce. Si vous vendez de la vape, tout ce qui est cigarette électronique, vous ne pourrez pas faire de SEA, vous n'aurez que ce canal-là, qui est celui du SEO. Enfin, côté inconvénient, je vous le disais, on a un atout, c'est des résultats pérennes. Par contre, il y a une inertie, vous ne serez pas visible du jour au lendemain. Donc, si vous avez pris du retard sur votre campagne Black Friday ou vous avez un nouveau produit que vous allez être visible demain, le SEO, ça ne fonctionnera pas. Il y a un sujet d'anticipation. Vous êtes soumis aux règles de Google. C'est Google qui va définir si votre contenu est le plus pertinent et vous apportez un bon ranking. Or, les règles de Google, elles changent régulièrement. Et il y a les core updates. C'est à peu près à raison de 4 à 5 fois par an. Vous avez des grosses mises à jour qui ont des impacts sur le référencement. Donc, il faut savoir les anticiper.
Enfin, c'est un sujet qui est relativement complexe, le SEO, déjà qu'on l'aborde rien que sous l'angle du contenu, mais il y a le sujet du netlinking et de la technique, ce qui demande de regrouper un certain nombre de compétences pour développer en tout cas une stratégie qui fonctionne, et donc c'est gourmand en ressources, puisqu'il faut produire du contenu suffisamment et donc avoir une force de rédaction. Oui, et en ce qui concerne du coup les inconvénients du SEA et du SMA, alors il y a un inconvénient qui paradoxalement est fortement lié à un avantage, puisque c'est la nécessité de maîtriser plusieurs leviers. Évidemment, si vous ouvrez votre acquisition multilevier, piloter des campagnes sur Google Ads va être assez différent du pilotage de campagnes sur TikTok ou Pinterest, par exemple. Donc, voilà, ça demande une certaine familiarité, voire une certaine maîtrise des différents leviers. Et enfin, une sensibilité à la structure de votre catalogue produit. Je veux dire par là que pas mal de e-commerçants et de comptes qui viennent nous voir ont des problèmes dans la structure de leur catalogue et dans les catégories et les sous-catégories de leur catalogue. Je vous donne un exemple. Vous êtes un acteur, disons, de la beauté et de la parfumerie. Vous avez différentes catégories, parfum, eau de toilette. C'est vraiment très important de mettre un produit dans chaque catégorie, de vraiment faire des niveaux différents en termes de catégories pour qu'ensuite on puisse pousser plus facilement tout un groupe de produits dans des campagnes, en fait, dans des groupes d'annonces, tout simplement. Alors, un élément qu'on voulait vous rappeler, c'est l'importance de la première page. 91% aujourd'hui ne consultent que la première page, donc il n'y a du trafic et de la rentabilité uniquement sur cette page. Le SEO comme le SEA, c'est binaire, en tout cas en SEO, soit vous êtes dans les meilleurs résultats, top 3, top 5, et vous générez du trafic, et sinon tout le reste, c'est un potentiel de contenu à retravailler, mais en tout cas pour l'instant, ça ne génère pas suffisamment de visibilité pour nourrir votre business. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. On voulait aussi vous parler des grandes tendances en ce moment qu'on peut retrouver dans le SEO et le SEA. Alors, en SEO, on va avoir une tendance qui peut être inquiétante, c'est les CTR qui chutent, puisqu'on a en fait des pages de résultats qui sont en train de plus en plus s'hybrider avec des résultats à la fois Google Shopping, du payant, du social, des carousels, et donc puisque la consultation se fait de plus en plus majoritairement, en tout cas sur des portables, vous avez une ligne de flottaison, c'est-à-dire la partie visible de votre page de résultats qui tend à remonter, en tout cas la partie visible est de moins en moins importante, et les résultats naturels reculent. Donc ça, c'est une tendance à prendre en compte en SEO, mais il y a aussi une autre tendance au niveau des CPC qu'on observe. Peut-être Maë, tu voulais l'introduire ou je poursuis? Oui, alors... Je t'ai pris de court. Non, c'était encore sur celle-là, donc je vais le faire. Voilà. Donc, on observe aussi par ailleurs, et Maë vous l'a introduit juste avant, qu'aujourd'hui, les CPC augmentent. Donc, ça crée une certaine dépendance. Si vous développez une stratégie purement SEA et que les CPC augmentent, vos budgets explosent. Donc, vous pourrez en fait faire de l'AdWords sur moins de mots-clés potentiels, moins de produits. Donc ça, c'est un autre sujet aussi à prendre en compte. Donc, vous ne pouvez pas compenser la chute du CTR uniquement par le SEO, le SEA, excusez-moi. Et puis, dernier point, le CPS. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le nombre de clics par search. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une tendance avec la transformation de Google de moteur de recherche en moteur de résultats, d'avoir de plus en plus des résultats augmentés sur lesquels vous avez directement des réponses. C'est le cas, par exemple, des People Also Ask, vous avez des questions et des réponses, et qui ne donnent pas lieu à des clics. Et ça, c'est aussi une tendance importante depuis maintenant 2-3 ans. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Et juste, du coup, si je peux rajouter quelque chose, on a noté que les CPC ont augmenté depuis 2019. Donc, ça fait déjà, allez, on arrive sur la 2, voire 3e année qu'ils augmentent. Donc, oui, bien sûr, il y a une énorme synergie entre le SEO et le SEA. Et d'où l'importance, en fait, de se positionner vraiment sur les deux pour pouvoir répondre au plus large besoin possible, en fait. Alors, sur les positions, je vous disais, alors il y a 2 slides de ça à peine. L'importance d'être en première page de résultats, en fait,
en SEO, c'est même plus strict que ça. Aujourd'hui, c'est le top 3 ou le top 5 qui va vous permettre de générer suffisamment de clics pour être rentable. On voit qu'après le CTR, donc le taux de clic en fonction de votre position, réduit drastiquement, et en fait à partir de la position 6, ça devient vraiment très très faible pour justifier un investissement important sur les requêtes les plus concurrentielles. Et puis là, la traduction des augmentations du CPC qu'on peut observer sur le marché aux États-Unis. Alors, ça me permet aussi de préciser quelque chose. En SEO comme en SEA, attention aux requêtes, du moins aux recettes toutes faites. Il faut vraiment développer des stratégies en fonction du marché sur lequel vous êtes, de la concurrence et de votre business model. Ça va être important. Pareil, si vous développez à l'international, on observe qu'en fait, en France, il y a 50% de plus de recherches qui passent par l'organique, contrairement aux États-Unis, où ils sont beaucoup plus sensibles à l'AdWords. Donc, si vous vous développez sur le marché américain et que vous répliquez une stratégie française, eh ben, vous êtes un peu à côté. Vous risquez d'être déçu par les résultats. Il faut vraiment ajuster en fonction de votre marché. Et c'est pour cette raison-là aussi qu'il y a des agences spécialisées qui vous accompagnent et qui connaissent ces marchés par expérience. Et donc là, c'était pour vous matérialiser en fait les CPC les CPS qui sont en train de se dégrader. Donc c'est ces pages de résultats à 0 clic, puisque vous voyez que sur une requête comme comment rénover sa terrasse, vous avez déjà énormément d'éléments de réponse sans même cliquer sur des liens. Alors, un des leviers sur lequel on va pouvoir travailler en termes de synergie qui va être important, c'est que si vous travaillez sur les mêmes requêtes, vos leviers SEO, SIA et social, vous allez pouvoir décupler votre présence sur la page de résultats jusqu'à truster complètement la page de résultats. Vous le voyez sur cette requête, on a un premier résultat naturel avec Leroy Merlin, ensuite on a une vidéo avec Leroy Merlin, et puis vous retrouvez sur la partie droite du Google Shopping avec encore Leroy Merlin qui est présent, donc ils occupent presque 50% de la page de résultats. Donc, non seulement vous allez truster cette page, augmenter le potentiel de cliquer sur vos résultats. Deuxième élément, on observe que les résultats naturels, on clique davantage dessus quand on a la présence d'un résultat payant aussi. Et puis, ça vous permet, en occupant la page de résultats, d'éloigner en tout cas vos concurrents. Enfin, stratégie SEO SEA, on en a beaucoup parlé. Le sujet de la timeline, d'être présent au moment T. On n'arrive pas au Black Friday en décembre, c'est bien dernière semaine de novembre, et c'est le cas pour tous les autres événements clés que vous avez dans l'année en termes de business. Là, je vous donne un exemple qui est assez parlant. On est sur une activité vente de moustiquaires, donc on voit qu'on a une activité saisonnière forte. Ça démarre à partir du mois d'avril et ça se finit fin août. Donc on a une réplication en fait de cette saisonnalité chaque année. Et puis 2022, c'est un peu le flop. On voit que ça décolle pas au mois d'avril. Il est trop tard pour enclencher une stratégie SEO qui donnera des résultats en septembre, quand la saison est morte. Et donc on peut voir en bas, sur le screenshot, sur la partie inférieure, que à la mi-avril, le 12 avril exactement, ils ont déclenché une campagne SEA qui leur a permis de gagner en visibilité immédiate et de ne pas passer à côté de leur saison. Alors, pourquoi choisir deux partenaires différents? Maë, je te laisse introduire le sujet. Oui, bien sûr. Alors, la première raison, ce sont En fait, 5J comme SteerFox a vraiment des outils uniques qui ont nécessité pas mal de recherche et développement. Juste à titre d'information, nous, avant de lancer officiellement l'entité SteerFox, ça nous a demandé 4 ans de recherche et développement pour créer la plateforme. Ça nous en demande évidemment encore chaque année. Donc là, on arrive à notre 8e année de recherche et développement. 5J a aussi sa propre plateforme et ce sont vraiment deux expertises distinctes, deux secteurs de recherche et développement vraiment différents, d'où la nécessité d'avoir deux entités différentes. Je vais renforcer ce que tu dis, mais on est dans des univers qui sont complexes et qui évoluent énormément, qui évoluent en fait au rythme des core updates ou des mises à jour qui vont impacter le SEA. Donc non seulement d'avoir une solution performante qui demande beaucoup de mobiliser énormément de recherche et développement, il y a un travail de veille pour anticiper, pas être en correctif, mais bien anticiper toutes les nouvelles tendances pour les prendre en compte dans les recommandations qu'on vous propose. Donc ça va être important et on ne saurait pas faire. Et moi, j'ai découvert avec Maë énormément de nouvelles choses que je ne connaissais pas en SEA.
Et pourtant, c'est délicat d'être expert aujourd'hui dans ces deux secteurs. Et même chez nous, chez SMJ, on a des experts content qui ne font que de la stratégie de contenu et des experts qui ne font que du netlinking ou de la technique. Et ce sont déjà des univers extrêmement différents. Donc, vous gagnerez en qualité d'expertise et de conseils en ayant des acteurs différents, mais qui savent travailler ensemble. Et c'est le cas avec Steerfox, sur lequel on accompagne des clients en commun. Et on arrive à la conclusion de notre webinaire, et puis on se laissera un temps pour les questions. Donc on voulait proposer une rapide synthèse de ce qu'on s'est dit ensemble, donc sur le SEA et le Social Ads. Oui, alors j'ai vu qu'il y avait pas mal du coup de questions dans le chat, à savoir si on allait envoyer le support visuel, c'est ce qui va être fait. Et justement, vous allez pouvoir bénéficier du cadeau de fin de webinaire, j'ai envie de dire, puisque c'est la roadmap SEA SMA qui est résumée et divisée en 4 étapes différentes et qui résume tout ce qu'on a vu au fil du webinaire. Donc la première étape, vraiment définir votre potentiel produit. On l'a vu à la fois par la demande globale sur chacun de vos produits, sur vos objectifs également. Alors évidemment, si vous souhaitez qu'on vous aide à définir votre potentiel par produit et par levier, on sera là avec grand plaisir. Deuxième étape, améliorer les campagnes actuelles. En fait, on essaie vraiment d'y aller par palier pour pas qu'il y ait un trop gros changement du jour au lendemain. Améliorer les campagnes actuelles, ça passe à la fois par exclure les campagnes des flops produits, donc qui sous-performent, parfois même sur lesquels vous investissez à perte. Et deuxième axe, ça va être booster les investissements sur lesquels les produits fonctionnent et les produits même sur lesquels il y a des potentiels encore inexploités. Troisième étape, donc là, on va créer de nouvelles campagnes, donc enrichir et vraiment apporter de la valeur sur de nouvelles campagnes, éventuellement en s'ouvrant au multi-levier, de façon à venir vous positionner tout au long du tunnel de conversion client, à la fois sur l'étape inspirationnelle, à la fois sur l'étape transactionnelle, commerciale aussi, comme a présenté Maxime, et en full funnel avec Google Performance Max. Et enfin, quatrième étape, détecter et surtout saisir les opportunités de croissance liées à votre stock produit. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre dans le chat le lien Calendly si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une démo. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut synchroniser votre flux produit avec notre plateforme. Comme ça, vous pouvez directement avoir la démo des opportunités que vous auriez manquées, que vous pourriez exploiter, par exemple. Merci Maë pour cette roadmap. Alors en SEO, je vous en propose aussi une. Donc première étape, identifiez vos gisements de trafic. Ne passez pas à côté de vos contenus existants. Ce sont des pépites, ça va réagir très vite. Ces contenus-là, vous éviterez de repartir de la feuille blanche à chaque fois. Donc absolument, c'est une étape primordiale de capitaliser sur l'existant. Enfin, vous ne passerez pas à côté de produire des nouveaux contenus parce que votre univers, il évolue, parce qu'il y a des requêtes évidemment que vous n'avez pas adressées. Et puis, votre investigation dans la stratégie adoptée aura identifié évidemment des nouvelles requêtes à combler pour conquérir des nouvelles parts de marché. Donc ça, c'est cette première étape qui va vous permettre de définir votre roadmap éditorial. Dans une roadmap éditoriale, on y retrouve des objectifs qui vont nous permettre de les suivre et de déterminer la réussite du projet. Et puis, ça va se matérialiser concrètement au travers d'un planning édito avec une temporalité, des contenus à réoptimiser, des nouveaux contenus à adresser. Tout cela, on ne l'envoie pas, je dirais, en vrac sur votre site. Il y a une stratégie à adopter de maillage interne pour permettre aux bots de Google de découvrir rapidement vos contenus et de les indexer. Ça, c'est un élément important, mais aussi pour vos utilisateurs de naviguer entre vos contenus et donc de créer de l'engagement et aussi de les guider vers vos pages catégories et vos pages produits. Donc très important ce maillage interne. Ça a aussi un impact technique en distribuant le jeu SEO et donc d'un point de vue technique d'améliorer le potentiel de vos contenus. Enfin, la mesure, on est très attaché à la mesure, c'est ce qui va vous permettre à la fois la rentabilité et le réajustement de votre stratégie. Alors, plusieurs indicateurs importants, les impressions, c'est la première étape de visibilité, mais au-delà des impressions, qui est plus une information du potentiel et de vos gisements de trafic, ce sont les positions, clairement, tous ces contenus qui sont visibles pour votre audience, ça doit se convertir derrière en trafic, donc attention aussi aux conversions qu'on va avoir entre position et trafic. Nous, on a des données métiers qu'on pourra, en tout cas,
qu'on pourra comparer par rapport à vos perfs. Hein. Si vous avez des bonnes positions, peu de trafic, c'est qu'il y a un sujet peut-être de métadescription, de balise title à analyser. Et enfin, une fois qu'on amène du trafic sur votre site, il faut savoir convertir grâce à des contenus de qualité et à une navigation interne bien pensée, et ça doit générer du chiffre d'affaires qu'on va maîtriser. Et dernier point, enfin, c'est ajuster sa stratégie en fonction des résultats qu'on observe. Comme je vous disais, il n'y a pas de recette absolue, hein, et donc on réajuste en fonction de ce qu'on observe, et aussi des core updates qui vont changer la donne, ou des stratégies mises en place par vos concurrents que vous découvrez au fur et à mesure de la mise en œuvre de la vôtre. Et voilà, on arrive au bout de ce webinaire. Quelques performances chez SEMJ. Si on prend le cas du retail qui représente 50% de nos clients, ils ont produit 8000 contenus sur les 12 derniers mois. Ça leur a permis de générer 37% de plus de gains de clics. Donc, c'est un gain qui est conséquent. On est en plus sur des acteurs grands comptes qui généraient déjà énormément de trafic. Mais c'est d'autant plus flagrant que ces 37% de gains supplémentaires se traduisent en 69% de conversions supplémentaires grâce à des contenus engageants. Oui, merci Maxime. Alors, nous, côté Steerfox, là, je vous ai donc mis quelques success stories qu'on a pu rencontrer à travers différents secteurs. Donc, nous, on accompagne principalement des e-commerçants dans les secteurs que je vous ai mis au-dessus, hein, jeux et jouets, santé, bien-être, etc. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. On accompagne aussi de la lead generation, notamment par objectif de formulaires remplis. On accompagne notamment des concessionnaires, par exemple. Voilà. Donc, je vous laisse un peu voir ce qu'on a réussi à faire avec certains de nos clients. Et vous retrouvez nos adresses directement. Alors, sachez que dans les prochains jours, on va vous envoyer le webinaire. Donc, vous aurez de toute façon nos coordonnées. On adore ce qu'on fait. D'une part, on sera très heureux d'échanger avec vous sur les stratégies que vous mettez en place pour vous conseiller et pourquoi pas demain travailler ensemble et contribuer à votre acquisition et à votre chiffre d'affaires. Donc, prenez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec grand plaisir. Et maintenant, place aux questions. Merci à tous. Mais est-ce que tu as déjà identifié une question à laquelle tu veux répondre? Je suis en train de regarder vos questions. Alors là, j'en ai une. Pourquoi en santé et cigarettes électroniques, le SEO est l'unique levier? Est-ce dû à une réglementation au usage des internautes? Je peux commencer à répondre et après, je te laisserai compléter. Maxime, si tu as d'autres informations. Alors oui, pour ce qui est du secteur de la santé, évidemment, il y a des produits pour lesquels on n'a pas le droit de faire de campagne. Alors, il y a un an, si je ne dis pas de bêtises, c'était en mars 2021, la réglementation a changé et les pharmacies ont le droit de faire de la publicité pour certains produits uniquement. Mais évidemment, les produits, par exemple, qui vont être prescrits sur ordonnance, ce sont des produits qu'on ne pourra pas mettre en avant via le SIA. Et pour ce qui est de la question de la cigarette électronique, on ne peut pas faire de publicité pour les produits de vapotage, voilà, de par la loi, en fait. Alors, c'est soit un sujet réglementaire propre au pays dans lequel vous œuvrez. Par exemple, la loi E20, elle va s'appliquer aussi au marketing digital. Et puis après, il y a des règles imposées par Google. Par exemple, le sujet de la santé, ça va être une règle imposée par Google. Voilà, donc ça, vous y échappez pas, je dirais. Donc, il faut s'adapter. Et puis ensuite, ce sont des règles aussi qui évoluent, donc qui demain peuvent peut-être s'assouplir. C'est comme ce que tu évoquais, Maë, des changements qui ont eu lieu en 2021. En tout cas, sachez qu'il y a certains secteurs, la finance, la santé, le juridique, on est soumis en général à des restrictions et des contraintes beaucoup plus importantes que dans d'autres secteurs, pour éviter tout simplement d'aller publier des contenus de piètre qualité et que Google se fasse le relais de contenus qui soient peu qualitatifs, tout simplement. Alors, je vois une question de Valérie. Alors, bonjour Valérie, on se connaît, c'est plaisir qu'on pourra en discuter. Donc, la question, c'est si on a une présence de campagne SIA, est-ce que cela favorise-t-il les positions SEO? Alors oui, il y a plusieurs études qui l'ont démontré. Là, j'en ai pas une sous le coude que je pourrais partager, mais j'en trouverai certainement une. Elles sont nombreuses. On observe en effet que plus vous êtes présent visuellement sur une SERP,
et plus ça favorise en fait vos résultats aussi SEO. On a davantage de clics, hein. Il y a eu beaucoup d'A/B testing qui ont été menés sur cette problématique-là, hein. Et donc, d'où l'intérêt, c'est un peu le sujet d'ailleurs du webinaire, hein, des tips qu'on vous remet, hein. Faites les deux leviers en même temps sur des requêtes communes, ça va augmenter drastiquement vos perfs. Même les perfs si on les regarde que sous l'angle SEO. Oui, tu voulais répondre à une autre question? Non, vas-y, mais... Ouais, alors là, j'en vois une. Vos précaux centrés e-commerce, quid des services, acquisition de lead, merci. Alors, oui, c'est vrai, on a axé une partie du webinaire, notamment sur la priorisation du catalogue produit. Donc, en acquisition de lead, on va plus se concentrer sur la première étape du webinaire, c'est-à-dire être présent tout au long du tunnel de conversion. Même sans catalogue produit, même avec objectif de lead gen, vous pouvez suivre ces étapes. Vous pouvez vous positionner tout au long du tunnel de conversion. Alors, on ne va pas parler de produits inspirationnels, mais vous pouvez quand même, via de la publicité, faire germer une idée de consommation. Alors, je ne connais pas votre activité, donc je ne peux pas vraiment répondre très précisément à votre question, mais vous pouvez quand même faire germer l'idée à un internaute et faire mûrir cette idée grâce à des campagnes sur différents leviers, de façon à vraiment aller jusqu'à la conversion. Alors, on a une question d'Alexis Desclos. Quand on est nouveau sur un marché bien saturé, quel levier choisir pour se mettre en avant avec un budget pas énorme? Alors, c'est un vrai problème. En tout cas, il y a une vraie complexité. Tout marché saturé, il y a de la concurrence et qu'il y a des gros enjeux business. Et ben, on pourrait avoir l'image la même si vous voulez arriver avec une régie publicitaire mais physique, ce sera évidemment pas évident puisque soit vous activez le SEA mais les CPC seront élevés, soit vous activez du SEO, mais en général, on a des approches déjà très structurées. Donc, il va falloir trouver des gisements sur des requêtes en fait de longue traîne qui vont vous permettre de faire de l'acquisition et sur lequel on aura des CPC un peu plus faibles et pareil en SEO. Après, qu'est-ce qui va être important pour rationaliser votre budget? C'est la priorisation. Visez pas 15 requêtes à la fois ou sur lesquelles vous allez diluer vos efforts et être en position 5-10 et faire finalement peut-être trop peu de trafic. Visez moins de requêtes pour viser le top 3, générer du trafic, amorcer la pompe en fait de génération de leads. Une fois que vous avez acquis ces positions, vous allez pouvoir les monitorer, c'est-à-dire investir quand même moins de temps à cette performance et de façon agile et itérative passer à d'autres requêtes que vous allez adresser. Tout ça en combinant SEA et SEO. Vous pouvez amorcer avec du SEA et ensuite poursuivre et prendre le relais sur du SEO. Ce sera un budget moins élevé et donc contrôler et conserver en tout cas votre budget SEA pour aller chercher des nouvelles requêtes. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir gagner en autorité sémantique et progressivement avoir davantage de budget si vous augmentez vos ventes. Mais en tout cas, il faudra être fin dans l'approche et bien prioriser les requêtes que vous voulez adresser. D'où l'intérêt d'ailleurs de ce que je vous montrais avant avec la plateforme où on va toujours croiser potentiel de gain avec difficulté de mots-clés. Et ça, c'est un élément qui est important à prendre en compte. Et on est là pour vous accompagner sur ces enjeux-là en fonction de ce qu'il est possible de faire et ce qui mettra davantage de temps à atteindre, en croisant aussi les autres leviers qui sont importants, par exemple celui de l'autorité, qui sera un enjeu important quand on arrive sur du marché saturé. Donc là, on peut faire du netlinking ciblé, qui est une approche plus économique pour chercher de la perf assez rapidement. Est-ce qu'il y avait une autre question, Maë, à laquelle tu voulais répondre, que tu avais vue? Je regarde. Ah oui, alors là, j'ai une question d'Élise. Est-ce que les CPC ont connu la même augmentation également en B2B? Vos chiffres sont-ils B2C? Nos chiffres sont globaux. En fait, c'est vraiment l'augmentation des CPC en règle générale. Alors, pour ne pas vous mentir, je n'ai pas du tout en tête l'augmentation des CPC uniquement pour les B2B. En revanche, si vous êtes dans ce secteur-là, peut-être ce qui pourrait vous intéresser, c'est que récemment, on a fait une étude de l'augmentation des prix de vente et
de l'impact sur l'inflation, notamment en B2B. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que malgré la hausse des prix et l'inflation sur des produits du secteur B2B, les gens ont vraiment tendance à adapter leur budget de consommation pour ce secteur-là, contrairement à d'autres secteurs où ils privilégient des paniers d'achat plus faibles, en fait, parce malheureusement, ils ne peuvent pas s'adapter. Mais en B2B, vraiment, on a une élasticité de la demande par rapport à l'inflation. Donc, c'est d'autres chiffres, mais voilà, c'est pour dire que nous, en tout cas, on s'occupe des deux. On pilote à la fois des comptes en B2B, à la fois des comptes en B2C. Mais c'est vrai que pour le chiffre qu'on a présenté sur la hausse des CPC, ça reste général, en fait. Alors, on a une question de Florent aussi sur quel est le CTR moyen pour la position 1. Alors, vous le retrouvez dans les slides. Je vous l'ai affiché. Je peux peut-être y remonter rapidement. Mais il est ici. Donc, vous voyez, on est sous les 9%. Après, c'est vraiment observé aussi par marché. Là, on est sur une moyenne, qu'on soit sur du B2B, du B2C, du service, du produit, que vous soyez dans une activité touristique ou une activité retail. Et tout l'intérêt, une fois que vous voulez dresser un marché particulier, il faut faire l'étude des CTR par marché. On observe par exemple dans le tourisme un comportement qui est très différent aussi, et en particulier aussi sur le nombre de clics par recherche. Ce que j'évoquais avant, le CPS important. Dans le secteur du tourisme, vous allez faire une requête, vous allez cliquer naturellement sur plusieurs résultats. D'autres types de requêtes, en fait, vous allez avoir 0 clic ou juste un clic et vous obtenez directement le résultat que vous souhaitez. Voilà, donc important d'avoir cette approche-là pour développer la bonne stratégie. Donc sur la position 1, on est à un peu moins de 9% aujourd'hui. Alors je regarde pour une autre question. Là, j'en vois une éventuellement de Élise. Si je suis vos conseils, il faut prioriser les produits qui performent le plus. Alors, oui, mais pas que, parce que, oui, évidemment, ça paraît logique, mais l'objectif, ça va être d'aller générer de la croissance. Et comment on va faire, c'est en détectant les opportunités manquées, les opportunités qui sont inexploitées. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de vous montrer tout au long de ce webinaire avec Maxime, à la fois en SEO sur le contenu, à la fois en SEA sur les produits. L'objectif, c'est d'aller vous positionner sur des produits ou sur des contenus sur lesquels vous n'êtes pas forcément encore et qui ont vraiment du potentiel pour vous. Et pour ça, par exemple, la plateforme SteerFox va aller confronter la demande globale pour un produit, même que vous n'avez pas en catalogue, mais que vous pourriez intégrer parce que ce sont des produits qui sont complètement cohérents avec votre secteur, que vous pourriez intégrer à votre catalogue pour générer des ventes incrémentales. Et c'est vraiment cette notion d'exploitation du potentiel du potentiel manqué qu'on essaie de mettre en avant et pas uniquement le boost sur les top produits qui est évident, si ça répond à la question. Je vois on peut peut-être traiter une dernière question. J'en vois une de Sofiane. Côté SEMJ SEO, avez-vous développé un outil de gestion de maillage SEO? Oui, on l'a fait. Ça fait partie, en effet, des recommandations importantes pour augmenter la performance de vos contenus. À l'échelle de chaque contenu, même si vous produisez un contenu qui répond bien à l'intention de votre audience sur des cercles concurrentiels, ce sera jamais suffisant. Il va falloir développer une stratégie pour gagner en autorité sémantique et donc indiquer à Google tous les contenus connexes sémantiquement. Et donc, le maillage interne va être essentiel pour générer de l'engagement, de l'autorité sémantique. SEMJ ayant crawlé votre site en amont et connaissant en fait le traitement et la thématique de chacun de vos contenus, ça va permettre de faire des rapprochements sémantiques, de vous faire des propositions de maillage. On fait régulièrement chez nos clients du maillage interne sans même toucher au contenu. On a des gains de performance qui sont assez considérables. Donc, oui, faites-le, on vous le recommande. Ça va avoir un impact significatif. Et donc, SEMJ, encore une fois, vous aidera à l'automatiser et à gagner du temps, surtout quand on a des milliers de pages sur son site web ou un turnover qui fait que c'est difficile d'identifier les pages les plus pertinentes pour faire son maillage interne. Eh bien, il est midi, on arrive à la fin de notre webinaire. On tenait à tous vous remercier pour votre participation, à la fois ceux qui nous suivent régulièrement. Merci de votre fidélité, on est heureux de vous retrouver. J'ai vu qu'il y avait de nombreux clients aussi qui étaient parmi nous.
Et puis à tous ceux qui sont nouveaux et qui nous rejoindront peut-être sur les prochains webinaires. En tout cas, merci de votre présence et à très bientôt pour échanger sur les questions auxquelles on n'avait pas eu l'occasion de répondre ou pour tout simplement échanger ensemble et avec Maë sur vos enjeux SEO, SEA et Social Ads. Oui, bien sûr. Alors, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, donc n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Nous, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, je vous remercie d'être venu et je vous souhaite aussi bon appétit parce que l'heure approche. Très bientôt. Au revoir.